de valeurs universelles. Première question théorique d'abord, avant d'entrer dans les cas pratiques. Pourquoi l'élève est-il obligé d'être évalué en classe? Pourquoi il est obligé d'être évalué en classe? Parce que les élèves se posent cette question. Oui, parce qu'enseigner, c'est évaluer, papa. Oui. Enseigner, c'est évaluer. Ça veut dire que celui qui n'évalue pas, n'enseigne pas. D'ailleurs, quand on vous forme, on vous dit la première des choses à faire, quand vous avez déroulé un enseignement théorique, la seconde fois, c'est faire ce qu'on appelle des questions de rappel. Et l'objectif des questions de rappel, c'est mesurer le niveau dans lequel les élèves se sont appropriés le discours que vous leur avez tenu. Maintenant, vous avez bien fait de le dire, quand nous faisons des sujets de synthèse à la fin de chaque leçon, nous invitons d'ailleurs beaucoup de collègues à le faire et ils le font déjà. Pourquoi? Parce que l'élève, il est une chose qu'il s'approprie, qu'il comprenne ce que vous dites, mais il est autre chose qu'il puisse l'investir de manière pratique dans le cadre d'une dissertation ou dans le cadre d'un commentaire. Et donc, en l'espèce, nous avons déjà visité de manière théorique la technique de la dissertation. C'est le moment d'en profiter pour l'appliquer de manière pratique et on se donnera les moyens également de faire le commentaire de texte un peu plus tard. Donc, l'objectif de ça, c'est d'aider l'élève à être capable d'investir les connaissances théoriques qu'on a installées en lui, mais sous la forme d'un travail de dissertation. Quand le professeur dit il y a évaluation, les élèves ont peur. L'évaluation sous forme de sanction, est-ce que cette peur-là n'est pas contraignante ou bien ce n'est pas un peu négatif pour les élèves? Pourquoi l'évaluation a une valeur de sanction dans les classes? Pourquoi? Oui, parce que c'est la perception que nous en avons, mais également le fruit d'une longue pratique. Qui doit changer d'ailleurs. Qui doit changer, parce que c'est ce qu'on appellerait une sorte de pédagogie de l'échec. Une pédagogie de l'échec, c'est celle qui considère l'instant de l'évaluation comme un instant de sanction, mais surtout de sanction négative. Alors qu'une évaluation, c'est vrai qu'elle peut avoir une valeur formative, elle peut avoir une valeur sommative, mais dans tous les cas, le but ultime de l'évaluation, c'est de pouvoir remédier, autrement dit, de compenser les gaps et les manques qui ont été faits par les élèves pendant la prise en charge théorique. Donc une évaluation n'est pas une instance de sanction négative, mais c'est un moyen de repérer les lacunes et ensuite d'envisager ce qu'on appelle une remédiation pédagogique. Mais malheureusement, vous l'avez dit, nous sommes dans une école dont l'orientation, en tout cas du point de vue de la pratique de ceux qui exercent, est une sorte de pédagogie de l'échec, faisant que, comme vous dites, l'élève est installé dans l'angoisse, dans la peur même, dès qu'il s'agit de l'évaluer. Donc, voilà. Évaluer n'est pas sanctionné, donc le stress doit être chassé. On a un sujet. La diversité des cultures s'oppose-t-elle à l'affirmation de valeurs universelles? Première chose à faire, si l'élève est confronté à ce type de sujet-là, quel doit être son premier réflexe? Son premier réflexe, conformément à ce que nous avions dit la dernière fois, c'est déjà, nous l'avons dit, de lire, de relire le sujet. Et nous avions dit très précisément de se méfier de ce qu'on appelle une lecture hâtive ou imprécise. Rappelez-vous, nous disions que l'élève, il tomberait dans le travers grave qui ruinerait tous ses efforts parce qu'il se mettrait à se demander, mais quelle est la leçon à laquelle le sujet se rapporte. Or, nous avons dit précisément, un sujet a son économie interne. Tout ce sujet se suffit à lui-même. Et dès qu'on cherche de façon dogmatique à arrimer le sujet à une partie ou à une leçon, nous nous sommes dotés des moyens de le rater. Donc, ce que l'élève doit éviter de faire, la question qu'il ne doit jamais se poser, c'est la question de savoir quelle est la leçon à laquelle se rapporte le sujet. C'est-à-dire, il ne doit pas identifier la leçon à laquelle s'identifie le sujet. Il ne doit pas réduire le sujet à une leçon ou à une partie de la leçon. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous l'avons dit, vous vous en souvenez, quand nous installions les consignes, première étape, il doit répondre à cette question-là. Vous vous en souvenez? Quoi parle le sujet, c'est ça. Parce que quand il répond à la question de quoi parle le sujet, il a délimité le territoire. Ça veut dire quoi? Il a montré ce qui n'appartient pas au sujet et ce qui tient du sujet lui-même. Donc, première étape, il doit chercher à se dire de quoi parle le sujet. Et maintenant, ce sujet, la diversité des cultures s'oppose-t-elle à l'affirmation de valeurs universelles? Le sujet est sous forme de questions, d'interrogations. Direct. Il n'y a pas de consigne, qu'en pensez-vous, quelle lecture, etc. C'est un sujet sous forme d'interrogation. Absolument. Oui. Pour ce type de sujet-là, pourquoi l'interrogation est-elle si importante pour décoder un peu le sujet, cette équation? Oui, l'importance de l'interrogation, c'est qu'elle vous amène à considérer que rien n'est dit. Ça veut dire quoi? Que c'est un problème.
Et donc, ce qui est attendu de vous, c'est que vous repériez le problème et après l'avoir repéré, le candidat, il doit être capable de le formuler de façon très claire. Donc, une interrogation, elle est l'indice, elle est symptomatique de la présence d'un problème. Et donc, nous l'avons déjà dit, philosopher, ce n'est pas avoir le sens des solutions. Oui. C'est pourquoi on dit à l'élève, on ne répond ni par oui, ni par non. Pas de prise de position. Pas de prise de position, oui. Mais comme on disait, c'est avoir le sens du problème. Et nous avions dit très précisément, avoir le sens du problème, en l'occurrence, c'est être capable d'apercevoir la difficulté et, comme nous avons dit, de formuler ce problème-là et ensuite se donner les moyens d'y répondre de façon argumentée. Donc, après la première étape ici, si on l'applique au sujet, la diversité des cultures s'oppose-t-elle à l'affirmation de valeurs universelles? Oui. Il y a un couple de concepts. Ici, diversité des cultures. Oui. Et on demande, est-ce qu'il y a contradiction entre diversité des cultures et existence de valeurs universelles? C'est ça la difficulté ici. Oui. Donc le problème posé à l'élève, c'est de se demander, mais est-ce que diversité des cultures est contradictoire à l'existence, l'affirmation de valeurs universelles? Bien entendu, la notion de valeur universelle amènerait le rêve à se demander, mais au fond, est-ce qu'il y a des valeurs que toute l'humanité aurait en partage? Oui. À partir du moment où on lui a dit dans le cours que les cultures, elles produisent des valeurs qui changent d'une ambiance sociale à une autre. Et donc, la difficulté pour l'élève, c'est qu'il doit se demander, mais comment est-il possible qu'on me dise dans le cours que les sociétés sécrètent des valeurs, des modes de vie différentes, et en même temps, on me demande, est-ce que cela s'opposerait à l'existence de valeurs universelles? Quand il aura fait ce travail-là, il aura commencé à apercevoir la difficulté. Et donc, il dira, diversité des cultures, c'est le fait que les cultures changent, prennent des formes différentes d'une entité sociale à une autre. Et valeurs universelles, c'est que ce serait des valeurs que toute l'humanité aurait en partage. Et donc, après avoir répondu à la question de quoi parle le sujet, de la problématique en général de la diversité des cultures et de son incidence dans le vécu des hommes, ensuite, quand il aura éclairé le concept de diversité des cultures, éclairé le concept de valeurs universelles et montré qu'apparemment, il y a contradiction, parce que quand il y a diversité, généralement, il n'y a pas universalité, mais il y a relativité. Exactement. Et donc, il a aperçu la difficulté en se disant, oui, en fait, diversité pourrait ne pas forcément s'opposer à valeur universelle. Et d'ailleurs, il y a un verbe. S'opposer, s'oppose-t-elle? Est-ce que la diversité des cultures s'oppose à l'affirmation de valeurs universelles? Est-ce que si un sujet est formulé sous forme d'interrogation, c'est oui, ça se pose, non, ça ne se pose pas, ou bien il faut analyser? Il faut analyser, c'est une démarche qu'on appelle dialectique. Exactement. Ce qu'ils appellent, eux, thèse et antithèse. Même si nous avons, nous, pris la précaution, vous vous en souvenez, de leur dire, attention, l'antithèse ne consistera nullement à nier totalement et radicalement ce que nous avons dit et qui prendrait la forme donc d'une thèse. Et donc ici, après avoir dit de quoi parle le sujet, nous avons dit, il éclaire les concepts, diversité culturelle, nous l'avons dit, on n'a pas besoin de l'écrire. Donc l'élève, c'est que quand il s'agit de diversité culturelle, c'est le fait que, encore une fois, les cultures ne sont pas homogènes. Et donc, diversité culturelle égale le fait que les cultures sécrétées par les sociétés varient et changent. Chaque société, sa culture. Très bien. Et par conséquent, quand il parlera de valeurs universelles, ben là, nous avons dit, ce seraient des valeurs, mais que l'on trouverait à l'échelle de toutes les sociétés humaines, des valeurs, mais partagées de toute l'humanité. Et quand il aura fait ça, il se sera rendu compte que la difficulté, elle est justement le fait de concilier quoi? Regardez bien, le fait de concilier, le fait qu'il y ait variation, changement, différence, le fait de le concilier avec le fait que ce soit des valeurs pourtant partagées de toute l'humanité. Et donc, quand il aura montré ça maintenant, viendra la dernière partie où il annonce, comme on dit, le plan. Et nous avons dit, le plan n'est que le projet, le programme de résolution dont on se dote toi-même, de résolution du problème ou de la difficulté posée par le sujet. Attention, dans le plan, toutes les questions qui sont posées dans l'introduction
doivent avoir leur réponse dans le développement. Absolument. Donc, ne posez pas des questions qui sont vagues, des questions qui sont fantaisistes, oui. Et dans le développement, faire ce qu'on appelle du warsakhalat, raconter sa vie. Absolument. Donc, le plan est une promesse reste toujours une dette à payer. Absolument. Et donc, ici, dans la première partie, après avoir aperçu et formulé le problème, je répète, oui. La difficulté, c'est la possibilité ou non de concilier diversité et universalité. Et donc, quand il aura aperçu ce problème et quand il l'aura énoncé clairement au niveau de l'introduction, maintenant vient ce qu'on appelle le corps du devoir, hein, ou la dissertation proprement dite. Oui. Ici, qu'est-ce qui est attendu de lui dans la première partie? C'est qu'il essaie de montrer que oui, dans une certaine mesure, parce que nous avons dit, il ne doit pas trahir de position. Donc, il utilise des verbes d'état, il parle au conditionnel pour ne pas donner l'impression de donner une solution immédiate à la question. Donc, dans la première partie, ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il dise oui, dans une certaine mesure, la diversité des cultures pourrait s'opposer à l'affirmation de valeurs universelles. Pour être dans la nuance. Pour être dans la nuance. Et en quel sens la diversité des cultures pourrait, du point de vue de certains, s'opposer à l'affirmation de valeurs universelles? Ben là, il pourra s'appuyer sur une partie du cours, lui permettant de montrer la mauvaise compréhension, comme vous aviez dit, de la diversité des cultures. Parce que nous l'avons déjà dit dans le cours, et tous les professeurs leur ont dit ça, que la diversité des cultures, elle est mal perçue. Et dans la mesure où elle est mal perçue, elle amène certains à considérer que chaque culture commande une attitude spécifique et qu'il n'y a rien autour de quoi l'humanité se rassemblerait. Oui. Et donc ici, il montrerait que les conflits, les malentendus qui naissent de la diversité des cultures pourraient entraver durablement l'affirmation de valeurs universelles. Et après, nous avons dit, dans la deuxième partie maintenant, parce que nous avons dit la bonne formule pour faire la transition, c'est de dire même si. Même moi, en Wolof, je m'amuse même à leur dire, s'ils n'arrivent pas à comprendre, quand j'ai affaire à mes cousins Alpulaar ou Diola qui ont du mal à comprendre, je leur dis, vous dites donte waaye. Donte waaye. Même si. Parce que bon, donte waaye, vous n'avez pas réfuté. Oui. Vous avez accepté l'idée que, du point de vue de certains, il y aurait contradiction, opposition entre diversité de culture et existence de valeurs universelles. Et après, vous leur dites, quand bien même cela est insuperçu par certains, il semble quand même que, malgré la variance des cultures, il y a des valeurs sur lesquelles l'humanité se retrouve. Je crois qu'à toutes les échelles de toutes les sociétés, la bonté est une valeur universelle. La générosité est une valeur universelle. La fidélité est une valeur universelle. L'amitié est une valeur universelle. Même si leur forme et leur mode d'expression varient, c'est quand bien même des valeurs que toute l'humanité aurait en partage. Et d'ailleurs, les élèves pouvaient en direct poser vos questions en ce qui concerne ce sujet-là sur ITV, sur la plateforme digitale. Le professeur va répondre à toutes vos préoccupations. Professeur, ici, après avoir identifié la première partie et la deuxième partie, l'élève va rédiger son introduction. L'introduction qui est le premier contact entre l'élève et le correcteur. C'est-à-dire l'introduction doit être bien aménagée. Comme un salon d'ailleurs, qu'importe les chambres, si elles sont sales, le salon est toujours bien aménagé parce qu'il accueille les étrangers. L'introduction, le premier contact. Première interrogation ou bien premier problème, c'est comment amener le sujet ici. Comment faire la conceptualisation. Oui. Nous l'avons déjà dit, on amène le sujet. C'est la consigne donnée par l'Office du bac à travers la Commission nationale de philosophie elle-même. C'est répondre à cette question-là, de quoi parle le sujet. J'ai dit, en ayant répondu à cette question, vous délimitez le territoire de votre champ d'investigation et en même temps, ça évite à votre dissertation d'aller dans tous les sens. Ça veut dire que ça vous évite bien des hors-sujets. Et donc, ce travail-là, il doit être entièrement fait au brouillon. De quoi parle le sujet et ensuite en vient la conceptualisation. Pourquoi? Parce que nous avons dit philosopher, comme dit Gilles Deleuze, c'est d'abord un travail sur les concepts et ensuite vient la problématisation et enfin l'énoncé du plan. Ici, nous avons répondu à la question de quoi parle le sujet. Il parle de l'impact des incidences que la diversité des cultures pourrait avoir sur l'affirmation de valeurs universelles. Les concepts structurant le sujet, nous avons dit diversité des cultures, nous avons dit affirmation de valeurs universelles. Et nous avons dit qu'est-ce qui fait problème? C'est que comment articuler le fait que les cultures varient et en même temps qu'il y ait des valeurs que toute l'humanité aurait en partage. Et quand le candidat aura formulé cela maintenant, il déroule une série de questions, comme nous avons dit, qui lui permettent tranquillement de résoudre la difficulté ou le problème posé par le sujet. Pour un sujet pareil, l'élève
s'attend à ce qu'il soit évalué sur d'abord la méthodologie. Oui, la démarche. Oui. Mais également sur le contenu. Absolument. Comment l'élève peut-il mêler ça, ces deux, démarche et contenu? Oui, il les mêle en respectant simplement les consignes qu'on lui a données. On lui a dit que forcément, dans l'introduction, il y a la conceptualisation, il y a la problématisation et il y a le plan de prise en charge. S'il obéit à ces consignes-là, et ensuite on lui demande de le dire de façon très claire, très précise. Parce que, comme vous avez dit, il faut donner envie au correcteur de continuer à vous lire. Si vous commencez par écrire philosophie PHY, ben, il est clair que le monsieur, quelque part, il a déjà mis la note, il est en train de lire, mais il se dit, quelqu'un qui ne sait même pas écrire philosophie, qui a-t-il à espérer de sa Attention aux fautes. Attention aux fautes, attention à la syntaxe. Parce que malheureusement, ça, c'est véritablement une doléance partagée de tous papes. On a cessé d'enseigner la grammaire, l'orthographe, la logique à partir de la classe de seconde, supposant que c'est réglé. Or, nous avons crié partout que ce n'est pas réglé. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'en deuxième tour, ces évaluations en ce qui concerne la grammaire réapparaissent comme ça. Surtout en français. En français, en français, parfaitement. Et donc, c'est une incohérence. Il faudrait continuer parce que les élèves, ils ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas correctement français? Parce que du point de vue de l'analyse logique, du point de vue de la syntaxe, du point de vue des outils grammaticaux, ils ne sont pas suffisamment outillés. Et donc, quand il aura fait ça, il aura réglé la question, comme vous avez dit, de l'introduction. Maintenant, nous avons dit, le corps du devoir, la première partie, l'idée qu'il y aurait, aux yeux de certains, semblerait-il, opposition entre diversité des cultures et affirmation ou promotion de valeurs universelles. Et dans la deuxième partie, il essaie de les désarticuler en donnant des exemples précis tels que ceux que nous avons énumérés, la bonté, la fidélité, le mariage, la générosité, la gentillesse, le respect d'autrui. Ça, quelles que puissent être les formes qu'elles prennent d'une société à l'autre, toute l'humanité les a en partage. Et c'est d'ailleurs qui fait que l'homme est homme, et c'est ça qui fonde notre identité générique, encore une fois. Professeur, pour faire la première partie, c'était la diversité semblerait ou bien s'opposerait à l'affirmation de valeurs universelles. Absolument. Quels sont les auteurs à convoquer? Quels sont les thèmes à développer? Quelle est la démarche à suivre? Oui, les auteurs à convoquer, bon, il n'y en a pas de manière figée, parce qu'encore une fois, la philosophie ici est un effort de réflexion personnelle, mais il est souhaitable, je suis d'accord avec vous, que l'élève mobilise un peu des auteurs pour montrer et faire preuve de culture philosophique. Donc, on ne se demandera jamais quels sont les auteurs à convoquer, il n'y en a pas, mais il pourrait arriver que de mes lectures surgisse le mot de tel ou de tel auteur me permettant d'illustrer ce que je dis. Là, il pourrait, par exemple, verser tout dans le champ de ceux qui considèrent, encore une fois, que diversité des cultures s'opposerait à l'existence de valeurs universelles, ou bien qu'il y aurait des cultures supérieures, comme on l'a dans le cours, ou des cultures inférieures. Il pourrait mettre David Hume, il pourrait mettre Hegel, bref, tout cela qui nie véritablement le fait que d'autres sociétés aient des cultures pour qu'on puisse parler de valeurs universelles. Le problème pour les élèves, c'est d'essayer un peu d'avoir un équilibre entre les deux parties. Parfois, la thèse déborde, l'antithèse, il n'y a rien. Quel est le problème? Pourquoi ce problème-là? À équilibrer les parties, thèse et antithèse, pour que les deux soient plus développés ou bien soient autant développés. Oui, c'est vrai que vous avez bien fait de le rappeler, c'est une consigne expresse qu'il doit y avoir équilibre des différentes parties. Mais pourquoi cela arrive aux élèves? Cela n'arrive pas, cela m'arrive. Ça veut dire que forcément, nous avons plus d'idées ici que là-bas. Maintenant, ce qui est attendu de nous, c'est que nous fassions un effort pour qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre entre ce que nous disons dans la première partie et ce que nous disons dans la deuxième partie. Mais c'est vrai qu'une proportionnalité absolue, une égalité absolue n'est pas possible. Mais on veille à ce que le déséquilibre ne sera pas trop criant. Ça veut dire quoi? On ne peut pas faire un petit paragraphe pour la première partie et faire 4 ou 5 paragraphes pour la deuxième partie. Ne serait-ce qu'à vue d'œil, c'est inélégant. Et donc, oui, vous avez raison, on doit veiller à équilibrer un peu les différentes parties du sujet que nous avons traité. Le plan, il est dialectique. Les élèves l'appellent thèse, antithèse. Ici, la synthèse, elle est facultative ou bien elle est obligatoire pour le candidat ou bien la candidate? Elle est souhaitable. Ça veut dire qu'à la fin,
quand il aura fait la première, la deuxième partie, avant qu'il n'en vienne à la conclusion, il serait souhaitable qu'il fasse une sorte de conclusion partielle, provisoire, ça veut dire quoi? Qu'une synthèse partielle. Maintenant, avant de faire le bilan global et définitif au niveau de la dernière partie qui s'appelle la conclusion. Et ici, la synthèse, comment elle va se matérialiser? Oui, ici, là. Oui, dans ce sujet. La synthèse, comment elle va se matérialiser? Elle est déjà annoncée par ce que vous avez dit dans votre phrase de transition. Parce que vous aviez dit, même si certains, il semblerait que. Donc la synthèse, elle prendrait la conclusion de la première partie, la conclusion de la deuxième partie pour les réunir en un tout et sera le bilan simplement de l'enquête. Et il reste la dernière partie, c'est la conclusion, qui est un bilan, le bilan de ce sujet. Le bilan, le résultat de l'enquête, parce que c'est une enquête qu'on a menée et à la fin, on doit donner les résultats de l'enquête. Et quand on donne les résultats de l'enquête, on fait la synthèse proprement dite et après, on prend position. Parce que ça, ce n'est pas facultatif. On vous a posé une question, vous n'avez répondu, vous n'avez trahi de prise de position ni dans l'introduction, ni dans le développement, mais la conclusion est le moment attendu par lequel vous prenez position à l'égard du sujet. Mais en évitant, bien sûr, certaines formes. Il y a une manière, il y a une manière de prendre position. Oui. On vous demande d'éviter la forme personnelle. De dire, moi, je pense que, à mon avis personnel, si Descartes écrit, il peut dire je, mais si moi j'écris, je ne dis pas je, parce que mon je n'est connu de personne. Donc, il y a des formules au terme de l'enquête. De notre point de vue, nous considérons qu'il n'y aurait pas inconciliabilité ou bien incompatibilité radicale entre diversité des cultures et affirmation des valeurs universelles. Ce qu'on appelle le nous de modestie. Nous allons, il nous reste 10 minutes, professeur, attaquer le deuxième sujet. Oui. Le deuxième sujet, parce qu'aujourd'hui, on fera que des cas pratiques pour essayer un peu de mêler la théorie à la pratique. Le deuxième sujet, il est lié à l'individu et à la société. On l'a fait hier, aujourd'hui, on va faire la pratique. Et le sujet, c'est chaque individu est virtuellement un ennemi de la société. Qu'en pensez-vous? Oui, chaque individu. Oui. Chaque individu, oui, est virtuellement un ennemi. Individu et virtuellement. Un ennemi de la société. Un ennemi de la société. Point. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Ici, ce que l'on voit, professeur, c'est que la formulation est différente. Là, c'est tout simplement un seul libellé avec un point d'interrogation. Ici, on a un libellé plus la consigne. C'est ça. C'est les deux types de sujets auxquels les élèves vont faire. Au bac, le 29 mai, s'il se tient à la même date, ils auront exactement le même type de sujet que pour le premier et également ça. C'est ça qu'ils ont en plus du texte à commenter. Et donc, ici, la consigne, elle est qu'en pensez-vous? Comme vous avez dit, c'est un sujet de type analytique. Et donc, dans ce type de sujet, la première partie, elle est offerte. Et pourquoi, entre guillemets, elle est offerte? Parce qu'il s'agit pour l'élève de dire en quoi chaque individu est virtuellement un ennemi de la société. C'est-à-dire, on défend l'idée véhiculée par le sujet. On s'en fait l'avocat, mais on l'argumente. On mobilise des arguments pour dire en quoi chaque individu serait-il virtuellement un ennemi de la société, avant maintenant de se doter les moyens d'un recul critique. Donc la première partie, elle consistera entre guillemets en une sorte de justification de l'affirmation, et la deuxième partie, on se donne les moyens de discuter l'affirmation. Mais ici, il y a un adverbe qui pose problème. Absolument. C'est virtuellement. Virtuellement. Parce que si le virtuellement saute, le sujet change. Il y a des mots-clés pour comprendre le sujet. Ici, virtuellement, que cela signifie? C'est un mot difficile pour les élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment chaque individu est virtuellement un ennemi de la société? Oui, c'est un mot qui pose problème aux élèves parce qu'ils ont un niveau de langue très faible. Mais normalement, ça ne devrait pas poser parce que justement, nous sommes dans un monde du virtuel. Mais paradoxalement, ils seraient incapables en grande majorité de vous dire virtuellement. Ici, on ne dit pas que l'individu est un ennemi de la société, mais qu'il l'est de façon virtuelle. Ça veut dire quoi? Potentiellement. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous, pour une raison ou pour une autre, est susceptible à tout moment de devenir un ennemi de la société, quand bien même ne l'est-il pas de façon directe et nécessaire. Et donc, ici, il faudrait, comme nous l'avons dit, travailler sur ça. Après avoir travaillé sur virtuellement, se demander
ici que signifierait devenir un ennemi de la Comment devenir un ennemi de la société? C'est un problème. Maintenant, on se rendra compte que, entre guillemets, il deviendrait un ennemi. Ce qui est suggéré, c'est quand les actes qu'il pose porteraient atteinte un peu à l'équilibre ou à la stabilité de la société. C'est en ce sens-là qu'il se muerait, non pas en agent actif au service de la communauté, mais quelqu'un qui mettrait en péril la survie de cette communauté-là. Et l'élève peut convoquer les auteurs que nous avions développés hier, à savoir Rousseau ou Hobbes, qui ont développé des thèses sur l'état de nature, qui sont des thèses hypothétiques. Il faut insister sur le sens de l'hypothèse. Et il peut convoquer ces auteurs-là pour expliciter, décoder ce sujet. Absolument. Si nous sommes fidèles à notre démarche, il dira de quoi parle le sujet, des rapports entre l'individu et la société. Les concepts clés ici, c'est quand il montrera que virtuellement signifie potentiellement, ça veut dire, comme dit Aristote, en puissance et non pas encore en acte. Ennemi de la société, quelqu'un dont les actes mettraient ou compromettraient la survie, la stabilité et l'harmonie de la société. Et après, le problème il est très clair. Il doit se demander, mais en quoi, comment se ferait-il que virtuellement, potentiellement, chacun d'entre nous peut être dangereux pour la communauté. Et quand il dirait, montrerait très clairement qu'en principe, l'individu éduqué, socialisé, soumis aux normes et aux règles, mais comment pourrait-il se muer en ennemi de la société? C'est ainsi qu'il apercevrait clairement la difficulté, l'aurait formulée, comme nous avons dit, avant de se donner les moyens de les résoudre. Et donc là, il montrerait que, mais potentiellement, pourquoi chacun d'entre nous est susceptible de se muer en ennemi de la société? Il s'appuiera sur le fait qu'on lui a dit très clairement dans le cours, mais qu'il y a une part d'instinctivité en l'homme. Il y a des dispositions instinctives, pulsionnelles, purement animales, qui, lorsqu'elles s'expriment de façon libre, pourraient porter atteinte à l'équilibre et à la paix de la société. Et donc, il l'argumenterait très clairement en montrant, lorsque nous avons vu les différentes attitudes face aux normes, lorsque quelqu'un s'inscrit dans la déviance, dans la transgression permanente des normes, une déviance négative. Négative, très bien. Donc ça veut dire que celui-là, forcément, il est un ennemi de sa société. Et celui qui est dans la déviance négative, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse libre cours à ses instincts, à ses pulsions et à ses désirs. Et on a donné l'exemple du voleur, du bandit. Très bien. Exactement. Très bien. Et nous avons montré même hier, de façon très claire, que donc celui-là, non seulement il est dangereux pour la société, mais il est esclave de lui-même. Il est esclave de ses instincts, esclave de ses pulsions, esclave de ses désirs. Et c'est en ce moment-là que lorsque cette partie animale de nous s'exprime, que nous pourrons devenir parfaitement ennemis de la société. Et là, Michel Foucault a bien écrit un livre, Servir et punir. Et voilà le livre de ces gens qui dévient les normes sociales, bien les lois sociales. Oui, allez-y. Et maintenant, dans la deuxième partie, comme il ne reste pas beaucoup de temps, il montrera qu'effectivement, il se demandera, mais qu'est-ce que la société a prévu pour que ce qui est de l'ordre du virtuel, de la puissance, ne passe pas à l'acte? Et qu'est-ce que la société a prévu? Il réfléchira et il dira, écoutez, on m'a dit clairement que l'individu ne peut devenir vraiment humain, ne peut se réaliser pleinement que dans l'ambiance sociale et culturelle par le biais de l'éducation. Et qu'est-ce que l'éducation? L'assimilation, l'intériorisation des normes et des règles de la vie sociale. Et il comprendra que c'est l'enjeu de la socialisation et de l'éducation qui peuvent aider l'homme à échapper à l'esclavage de ses instincts animaux, qui peuvent lui permettre d'échapper à l'esclavage de ses désirs pour non pas être un ennemi, mais quelqu'un qui est au service de sa propre communauté. Donc, pour ce sujet-là, le plan, c'est deux parties. Deux parties toujours. C'est impossible d'avoir une troisième partie ici. Ici, on peut toujours faire une conclusion partielle. Conclusion mais partielle. les deux grandes parties, c'est la justification de l'affirmation et sa discussion. Dans l'autre sujet, dialectique entre guillemets, interrogation directe, thèse, antithèse. Dans ce type de sujet, analytique entre guillemets, deux parties. Première, justification de l'affirmation. Deuxième partie, la discussion de l'affirmation. Professeur, vous pouvez vous asseoir même. Aucun élève ne dira qu'il n'a pas le temps, parce qu'un sujet en philosophie, c'est 4 heures. Oui, c'est 4 heures. Absolument. Mais 4 heures qui passent vite également. Mais comment gérer le temps? Oui, nous l'avons indiqué un peu dans les conseils méthodologiques, c'est bien que nous les rappelions. Nous avons dit ce qu'il faut faire, c'est prendre au moins 25 minutes de lecture. 25 minutes de lecture, de relecture et de compréhension du sujet. Patience. Patience. J'ai dit aux élèves, évitez
de regarder à gauche, à droite, de voir Pape Alioune au bout de 2 minutes écrire 2 pages, 3 pages, soyez presque sûr qu'il est en train de réciter, et en tant qu'il est en train de réciter, il est en train de faire un monumental sujet. Oui. Donc prenez 25 minutes, quand vous avez compris le sujet, commencez et faites votre introduction entièrement au brouillon, relisez-la, le développement, vous écrivez les grandes lignes, thèse, une phrase, phrase de transition, antithèse, une phrase, et commencez à rédiger. C'est comme ça que l'on travaille. Et vous avez raison, restez concentré sur sa copie, ne pas regarder à gauche pour voir, ne pas regarder à droite pour voir si Babacar a déjà terminé alors que moi je n'aime pas encore commencé. Chacun marche à son propre rythme. Oui. Donnez-vous le temps de comprendre. Quand vous aurez compris, quand vous aurez commencé à écrire, vous ne vous arrêterez pas. Et chasser le stress, la peur. Oui, soyez angoissé sans avoir peur. L'angoisse, c'est la conscience de mes responsabilités. La peur, elle m'inhibe, elle me paralyse. C'est une pression positive. Absolument. Professeur, c'est la fin du cours. Merci beaucoup, Papa. Merci également à vous pour tous ces éclairages. Durant la semaine, on a essayé un peu de décortiquer le domaine 2 de la philosophie. C'est pour répéter, se mettre au même pas que les élèves, parce qu'actuellement, ils doivent être dans le domaine 2 de la philosophie. Mais comme une promesse, c'est une dette, on l'a dit, le plan, la semaine prochaine, on va faire français, histoire, géographie, mathématiques et PC. Mais vous revenez. Ah, je reviens pour les autres parties. Pour les autres parties. Et nous allons combattre le coronavirus par les mesures hygiéniques. Lavez-vous les mains, c'est un geste simple, mais qui sauve. Nous allons également combattre ce coronavirus-là, cette pandémie de Covid-19, par le savoir. Les écoles ferment, mais l'école continue dans e-école, c'est sur ITV. Rendez-vous la semaine prochaine, dès 10h, on fera un français. Le professeur de français sera installé ici, au même endroit que le professeur de philosophie. C'est pour vous aider à réviser pendant ces temps de confinement. Rendez-vous dans 2 jours sur ITV. Comme je dis tout à l'heure et comme je dis toujours, c'est la télé des valeurs.